Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Cette citation provient du livre Dune, de Frank Herbert, et est devenue culte dans les univers geeks de tout genre. Moi-même, avec des amis, nous la sortons tellement elle pue la classe. Mais bien plus qu'être classe, elle a ce côté développement personnel qui la rend intemporelle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de comprendre que la peur n'est pas plus forte que nous, qu'elle a la puissance que l'on veut bien lui donner, et que si nous la laissons passer sur nous et au travers de nous, que nous regardons les traces ensuite qu'elle a laissées dans son passage, nous apprenons à la connaître et à la reconnaître pour que les fois suivantes, elle ne devienne plus aussi impressionnante qu'au début. On apprend via cette situation à dompter notre peur et à nous connaître nous-mêmes. On apprend également que la peur sera toujours là, car c'est une émotion qui nous suit depuis la nuit des temps. On a et on aura toujours peur, car elle est un mécanisme provenant de l'amygdale, logé dans notre cerveau, et qui nous permet depuis la nuit des temps de détecter un danger. Mais si à l'époque des cavernes, elle était pertinente au quotidien, car nous risquions de croiser des dangers au détour de chaque forêt où nous partions chasser, aujourd'hui, elle semble plus handicapante qu'autre chose. Le risque zéro n'existe évidemment pas, mais on ne risque plus vraiment de croiser des mammouths tous les 4 matins. Du coup, les peurs sont devenues plus intimes et s'appliquent à des événements administratifs ou encore des challenges personnels ou professionnels. Les mammouths d'hier se sont transformés en déclarations URSSAF et en démarchage de clients. Les forêts où nous partions chasser sont devenus les réseaux sociaux où montrer notre travail et échanger avec nos communautés. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 12e épisode d'Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, nous allons parler d'une émotion forte qui nous accompagne régulièrement dans notre vie, la peur. La peur comme mécanisme de protection, comme émotion forte liée à notre profonde humanité, mais qui peut se montrer handicapante et nous empêche parfois de bouger. Que doit-on faire lorsque nous avons peur ? Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place pour les éviter ou les calmer ? Et est-ce que cette peur doit forcément être combattue ? Ne peut-elle pas devenir une alliée précieuse dans notre vie quotidienne d'illustrateur ? Je vais tenter de répondre à ces questions aujourd'hui dans cet épisode tout en collaborant avec vous. Oui, vous avez bien entendu, avec vous. J'avais fait un appel à témoignages sur Instagram et vous avez été nombreux et nombreuses à me partager vos peurs parfois les plus intimes. Et je vous en remercie grandement car ce n'est pas une chose facile à faire, donc bravo à vous. Je vais donc me baser sur vos témoignages et ma propre expérience aujourd'hui pour tenter de creuser dans cette émotion impressionnante qu'est la peur. Je pense désormais régulièrement vous demander des avis et des conseils en faisant appel à des témoignages, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et, qui sait, peut-être feriez-vous partie des futures briques servant à l'écriture des épisodes d'Âme d'artiste. Les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que ma page Patreon seront dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à me follow. Bon, eh bien je pense qu'il est temps de commencer. Installez-vous donc confortablement, prenez une bonne boisson chaude et de quoi dessiner à côté en écoutant ce 12e épisode d'Âme d'artiste. Bonne écoute. Déjà, de quelle peur nous parlons ? Comme nous sommes dans un podcast qui parle de création, nous allons donc décortiquer ce qui nous effraie dans ce domaine particulièrement. Cela peut donc être la peur de démarcher des clients, de ne pas comprendre comment fonctionne l'administratif, ou bien encore de risquer d'avoir des problèmes si l'on se trompe lors de nos déclarations auprès de l'URSSAF. Ces peurs-là sont plutôt de l'ordre du métier dans sa globalité, des choses que l'on peut améliorer avec l'expérience, la connaissance et la pratique. En se renseignant correctement, en demandant conseil autour de nous, nous finissons par y arriver et nous améliorer, la peur finissant par s'en aller d'elle-même. Cependant, d'autres sujets vont nous faire nous sentir comme un lapin qui traverse la route de nuit, et ce lapin, voyant son heure arriver, se fige de peur devant les phares de la voiture qui va devenir son bourreau. Ces peurs vont trouver leurs origines au plus profond de nous et de ce qui nous définit. Cela peut être la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de rater quand on sort de celle-ci. On peut être angoissé à l'idée d'être authentique ou bien au contraire de vouloir suivre une tendance, s'interrogeant ainsi sur ce que l'on va transmettre comme image de nous. Ces peurs-là sont de la catégorie des intimes. Elles témoignent parfois de problèmes ou de traumatismes jamais soignés, ou bien tout bêtement, elles se reposent sur des compétences qu'on n'a jamais déclenchées et qui sont pourtant bien présentes en nous, nous en avons juste jamais pris conscience avant. Donc,
Tentons de trouver des solutions à ces deux catégories de peur, et pour ce faire, je vais piocher déjà quelques-uns de vos témoignages que vous m'avez envoyés. Numéro 1. Le démarchage. Une des peurs concernant le boulot d'illustrateur qui me touche particulièrement en ce moment. Car ces temps-ci, je n'ai pas de contrat et donc pas d'argent, et du coup, je dois forcément démarcher pour trouver des contrats, et je l'avoue, cela m'angoisse. Et apparemment, cela vous angoisse aussi quand je regroupe vos témoignages sur ce sujet. J'ai peur de démarcher. J'ai la sensation de ne pas être crédible, que mon portfolio n'est jamais à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur du client entreprise avec qui on aimerait travailler, et de se faire blacklister, aussi fantasmagorique soit cette crainte. Perso, quand je démarrais, j'avais peur de démarcher certaines maisons d'édition sous prétexte que je pensais que mon travail ne serait pas à la hauteur de leur publication. Du coup, cette simple pensée me bloquait et je ne le faisais pas. Jusqu'au jour où mon mec m'a dit « Tu risques quoi ? Rien en fait. » Et j'avais rien à perdre non plus, alors je l'ai finalement fait. Démarcher, c'est effrayant, bien plus qu'on ne l'imagine. Déjà, pour démarcher, il faut avoir des choses à montrer, se monter un book. Donc cela demande de fouiller ses archives à la recherche de visuels pertinents pour charmer le futur potentiel client et collaborer avec eux. Mais voilà, ça demande d'avoir du recul, d'analyser les travaux qui sont pertinents en s'éloignant du côté sentimental. Kill you babies. Certains boulots sont efficaces alors qu'on les aime pas du tout, d'autres boulots on les adore alors qu'objectivement ils n'apportent pas grand chose au book. Du coup, ça demande de se battre un peu avec soi-même, histoire de réunir dans un portfolio quelque chose qui partage notre expertise professionnelle, mais qui communique aussi sur qui nous sommes nous réellement. Ensuite, il faut se renseigner et chercher qui l'on va démarcher. On ne peut pas choisir n'importe qui ou n'importe quoi. Déjà, pour éviter d'être sous-payé, mais ça c'est déjà assez compliqué d'avoir des datas. C'est l'expérience qui parlera avec le temps. Ce à quoi il faut faire réellement attention, c'est que les personnes que nous démarchons reflètent nos valeurs et nos envies. Ce serait contre-productif de bosser pour une boîte qui ne reflète pas nos valeurs politiques par exemple, ou qui vont vous utiliser vos images de manière désuète, voire dangereuse. Ce sont des étapes cruciales lorsque l'on commence à se projeter dans le démarchage, car une fois qu'on a fait ce chemin-là, on est préparé. On a cartographié les zones que nous allons arpenter et les personnes que nous allons contacter. Comme dirait une de mes amies, Diane Ranville, la forêt nous fait beaucoup moins peur quand on en a la carte. Mais cela n'empêche pas, lorsque nous rédigeons nos premiers emails, d'encore se dévaloriser et se questionner quant à la pertinence de notre travail et le client que nous contactons. Là encore, en bon humain que nous sommes, on va sans doute avoir une petite voix qui nous dit « Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Et cette petite voix, c'est encore une fois notre amygdale qui parle en nous injectant de la peur en intraveineuse, pour tenter de nous informer que c'est un risque que nous prenons. Pourtant, comme vous le rappelez dans vos témoignages les amis, le seul risque que nous encourons, c'est que l'on nous dise non. Non. 3 lettres qui ont un pouvoir incroyable sur nous et notre psyché. La peur du non, la peur du refus. Pourtant, c'est oublier que le refus n'est pas grave. Être refusé est désagréable, parfois vexant, cela nous remet en question, mais objectivement, quand nous sommes illustrateurs et illustratrices, se voir refuser une collaboration n'est pas mortel. C'est certes désagréable et décevant, mais c'est aussi l'occasion de passer à autre chose. Au client suivant qui, lui, nous dira peut-être oui, et que derrière ce oui se cache sans doute une expérience incroyable. Très souvent, on s'imagine ainsi qu'un non est définitif alors que pas forcément. Un non peut être temporaire. À cet instant T, le client n'a pas besoin de nous ou bien n'a pas de contrat à nous offrir. Mais il va sans doute garder notre portfolio dans une de ses archives et qui sait, c'est sans doute lui qui reviendra un jour pour nous proposer une collaboration. Mais admettons que le client, qui est un client de nos rêves dans un domaine tout aussi onirique, nous dit non car nous ne sommes pas le type d'illustrateur qu'il recherche. Eh bien là encore, tout aussi décevant et vexant que cela peut être, ce n'est encore une fois pas grave. Cela nous indique simplement que finalement, ce que nous pensions être un endroit rêvé n'est pas un endroit où on se serait épanoui, car nous ne sommes pas dans la ligne éditoriale et artistique du client. Donc quelque part, si on nous avait dit oui, on serait rentré au forceps dans un moule qui ne nous correspond pas. Donc, si vous avez peur de franchir le pas de démarcher tel ou tel client, n'ayez plus peur, foncez. Au pire, on vous dira non. Et ce non sera comme une libération, car vous pourrez passer à autre chose, ou bien vous y reviendrez plus tard. En tout cas, courage à vous tous et toutes, car ce n'est pas simple de démarcher, j'en sais quelque chose. Numéro 2, vivre de son art et l'argent. J'ai peur de ne pas réussir à bien vivre.
pas survivre, non, vivre normalement. C'est-à-dire payer nos charges et avoir de quoi se faire plaisir aussi. J'ai souvent peur d'être bête et de ne pas comprendre comment fonctionne le monde dans son côté financier. Et en ce qui me concerne, c'est de ne pas faire comme il fallait qui me fait peur. Et qu'un jour on vienne me dire « Toi, tu n'as pas fait comme il fallait. Tu nous dois 123 456 € pour purger tes fautes. » Alors que je n'en vis pas du tout, quoi. Du coup, j'ose le minimum, voire rien du tout. J'avance toujours plus loin, toujours plus fort, mais en y mettant souvent tout ce que j'ai en termes d'énergie et d'argent. Le succès d'estime que je cherchais arrive de jour en jour, mais au niveau des finances, je prends des risques constamment en faisant des all-in et en croisant les doigts. Alors qu'à 33 ans, la plupart des gens construisent déjà leur avenir, voire leur retraite, et ont l'air de comprendre le monde d'une manière beaucoup plus raisonnée. Malgré tout, j'essaye d'améliorer ma compréhension de tout ça, en observant énormément les autres artistes que je côtoie, et surtout en croyant en ma façon de faire, même en ayant conscience des risques que je prends. On verra bien si ça finira par me payer un jour. Quant à moi, j'ai l'impression d'être à la masse. Et perso, ça me file la trouille de ne peut-être jamais réussir à avoir une vie suffisamment stable et zen, où ça soit possible de construire des projets de vie personnels, comme le voyage ou la famille. Parce que quand on est en galère, le taf et la thune prennent toute la place dans notre tête en mode charge mentale et anxiété. Bref, mon sentiment, c'est que quand on est indé, la peur est très présente car on nage dans énormément d'incertitudes. Le métier d'illustrateur freelance est un chemin de croix permanent. Et d'illustrateur, par moments, c'est que de nom qu'on en a le métier tant qu'on doit faire à côté pour que notre affaire tourne bien. On doit présenter notre travail sur les réseaux sociaux, se mettre en avant pour réussir à apparaître sur les feeds de plus de monde possible, un véritable travail de community manager et de copywriter. À ce travail de CM peut se rajouter aussi celui de vidéaste. L'époque et les réseaux sociaux sont à l'ère de la vidéo virale. Du coup, il faut savoir aussi jouer avec les codes de la plateforme, mais aussi de la caméra pour mettre en avant son travail. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de tout ce que regroupe le métier d'illustrateur freelance. Le management personnel, l'organisation du travail, le démarchage, le marchandage, les échanges par mail et téléphone, j'en passe et des meilleurs. Du coup, quand on réalise que notre boulot finalement ne consiste qu'à tenir 50% du temps un crayon ou un stylet, cela crée énormément d'angoisse comme on l'a entendu dans ces témoignages. Surtout qu'en plus de cela, il faut conscientiser que le métier d'indépendant n'est pas absolument safe, ce qui le différencie en grande partie du salariat plus classique. Plus de liberté, mais aussi beaucoup plus de boulot pour tenir la maison debout, c'est le deal. Mais il faut avouer que l'on n'est pas forcément aidé par les organismes qui nous entourent. L'URSSAF qui change régulièrement certaines données, les sites internet pour nos déclarations qui fonctionnent une fois sur deux, les informations qui sont difficilement trouvables quand on n'a pas le bon réseau, puis tout bêtement l'image que le reste de la population a du métier, même en 2024. Je n'ai pas été très souvent confronté à ce genre de remarques, mais souvent j'ai pu lire ou entendre ici ou là que la réputation comme quoi illustrateur c'est pas un vrai métier tend à rester encore présente dans certaines sphères de la société. Souvent, on doit batailler avec des clients pour être sûr d'être rémunéré à la hauteur de nos compétences et de notre savoir-faire. On doit débunker certaines croyances afin de mieux faire comprendre nos situations auprès des gens qui ne la côtoient qu'en consommateurs. Voire pire, car des fois c'est contre une société et une politique entière de notre pays que l'on doit batailler pour réussir à avoir des droits dignes et justes dans notre profession. Je vous laisse vous renseigner de plus près auprès de la Ligue des auteurs pros ou de la Charte des auteurs et illustrateurs pour plus d'informations. Sans eux et elles, autant dire qu'on naviguerait dans un brouillard bien épais quant à la régularisation et le sauvetage de nos droits. Les liens sont là encore dans la description de cet épisode. Avouons-le de suite, je fais partie de celles et ceux qui pensent que l'État français ne nous aide pas, ou en tout cas que de loin, à rester dignes et dans de bonnes conditions pour survivre dans notre métier. De mon point de vue, si nous ne sommes pas des auteurs à succès avec un patrimoine développé, c'est compliqué de pouvoir dire que nous vivons de notre art, créant ainsi une dissonance cognitive pour certaines personnes qui considèrent que nous ne faisons pas un vrai métier, mais qui consomment tout de même la culture dans un but de distraction, oubliant sans souci les acteurs et actrices qui les fournissent, ces dits produits, qui les aident à trouver la vie moins morose. Tout ça fait qu'il peut parfois être difficile de ne serait-ce que réussir à se projeter dans une vie confortable quand on fait ce boulot. Évidemment, c'est loin d'être impossible, cela demande du travail, mais c'est faisable d'en vivre convenablement. Là où ça coince pour moi, c'est l'accompagnement et l'accessibilité dont manque cruellement ce métier pour permettre aux plus anxieux et anxieuses d'entre nous de pouvoir au moins trouver des réponses à leurs questions. Je suis pas du tout expert dans le sujet, mais si seulement nous avions déjà une plateforme où tout est clair, avec des personnes formées et passionnées sur le sujet pour nous recevoir, nous aurions déjà beaucoup moins d'angoisse lorsque l'on entreprend de devenir indépendant. Heureusement, le bouche à oreille et les communautés d'artistes, comme peuvent l'être le Cercle des créateurs ou le Patate Club pour Sens Créatif, sont d'une aide inestimable, permettant aux personnes de se rencontrer et de s'entraider quand un doute survient. D'ailleurs, un des outils qui peut grandement aider des gens remplis d'angoisse et de questions comme moi, c'est bien la quête.
La quête, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une formation de plusieurs semaines qui propose de fournir des outils de réflexion et d'action pour mener à bien son bateau dans les eaux troubles de la vie de freelance. Que l'on soit illustrateur, vidéaste, web designer ou que sais-je encore. J'ai effectué cette quête et je dois avouer que cela m'a été d'une aide précieuse. Pour me décomplexer à être moi-même dans ma création, mais aussi dans ma vie d'indépendant. Si vous désirez plus d'informations, c'est encore une fois dans la description. Mais revenons à nos moutons. Si des moyens étaient mis en place pour aider ne serait-ce que les plus petits à être sereins et dignes dans leur métier, cela aiderait grandement tout à chacun à avoir l'espoir de se projeter dans des projets et surtout d'avoir le sentiment de réellement vivre de son métier et pas simplement de survivre. Si des organismes étaient montés pour assurer efficacement et sans langue du bois administrative à la défense de nos droits, comme le fait la Ligue des auteurs pro justement, mais avec l'aide et le soutien de l'État, cela pourrait donner des perspectives d'avenir beaucoup plus sereins et stables, tout en sachant qu'on a réellement un poids dans des décisions de l'État qui peuvent bouleverser nos métiers de créatifs. Numéro 3. Les IA et le vol de notre travail. Moi, ce qui me fait peur, c'est les générateurs d'images artificielles. Je comprends que certaines personnes soient contentes de se faire des images dans le style d'eux, mais c'est pas plaisant de les voir se filer les prompts en mode anti-sèche sur les réseaux sociaux. Mais au moins, on peut identifier qui bloquer. En plus de ça, les personnes qui se créent un compte de type Patreon pour vendre les images générées artificiellement, ou juste les dessins volés d'un autre artiste. C'est d'ailleurs ce qui m'a plombé le moral et bloqué en début d'année. J'avais fait un épisode entier sur le sujet des intelligences artificielles et de celles qui génèrent des images. Dans cet épisode, j'avais encore l'espoir que les IA puissent ne pas être utilisées de manière totalement hors de contrôle et déloyale, malgré les exemples un peu bancals que j'avais déjà cités. Mais malheureusement, c'est un sujet qui tend à devenir plus omniprésent dans notre travail et notre société, tant les IA évoluent super vite. Pour clarifier tout de suite mon point de vue sur les outils que sont les IA, personnellement, je n'ai aucun souci avec l'outil en lui-même. Là où je commence à être en colère, c'est sur l'utilisation qu'on en fait et la manière. Certes, cela peut être amusant de créer des détournements audio de nos chanteurs et chanteuses préférés, mais là où c'est moins amusant, c'est quand les GAFA, comprenez par là Google, Meta et compagnie, commencent à dessiner à notre place comment elles doivent être utilisées, mais surtout de les autoriser sans aucune vergogne à piocher dans nos données pour les alimenter et les rendre plus performants. Le tout en expliquant de manière très vague et sans rappel aux usagers qu'il est possible de dire non à ce que Meta et consorts piègent dans nos données en changeant une option simplement dans nos comptes. Ce qui fait que si vous n'avez rien suivi de l'affaire et qu'un collègue ne vous en a pas parlé, eh bien vous l'avez dans le baba car vous serez ponctionné pour alimenter les génératrices d'images et de mots. Donc j'en profite pour caler ça là comme information, mais de 1, Meta va prochainement permettre à Instagram et Facebook de piocher dans vos données et vos posts pour alimenter son intelligence artificielle, et de 2, vous pouvez faire en sorte que cela n'arrive pas en allant dans vos options afin d'envoyer une requête afin que votre compte ne soit pas utilisé à ces fins. Encore une fois, checkez la description ou cherchez sur les réseaux sociaux, c'est tendance en ce moment d'en parler et on en parle partout. C'est donc là où personnellement je suis fatigué et gavé. Tout ça rejoignant là aussi le manque de soutien de structures par l'État pour nous épauler et nous soutenir face à cette singularité technologique qui est loin d'être une passade dorénavant. Du coup, l'angoisse de se faire voler nos images et notre style est plus que présente dans l'esprit de tout à chacun, que l'on aime les IA ou pas, et c'est totalement compréhensible. Personnellement, travailler à devenir illustrateur m'a demandé de faire un chemin incroyablement long et dur dans ma vie. J'ai dû avancer face au doute de réussir et maintenir ma conviction comme quoi c'était pour ça que j'étais fait. Et ce malgré la difficulté dont je parlais dans le point précédent et les prochains que je vais aborder en deuxième moitié de cet épisode. Techniquement, être illustrateur, c'est entretenir une relation entre l'observation et la pratique. C'est sortir régulièrement se nourrir de toute forme d'art, se tenir au courant de l'évolution de la société et de ses codes de communication pour créer des images toujours plus pertinentes et qui parlent à tous et toutes. C'est dessiner des heures et des heures pour peaufiner son coup de crayon et avoir un style reconnaissable entre mille. Tout ça afin de s'assurer que lorsque l'on fait appel à nous, c'est pour notre style et notre personnalité, nos messages et nos convictions, bien plus que simplement pour avoir quelqu'un de random qui ne servira pas le projet. Laissez donc sans aucune impunité les GAFAM piocher dans tout ça pour alimenter leurs IA et permettre à pas mal de boîtes et de gens peu scrupuleux de pouvoir générer toutes sortes d'images pour se faire de l'argent en quelques clics. Désolé, mais ça ne passe pas. Et pour les copains pro IA, oui, je sais que cela demande du travail pour générer ce que l'on veut concrètement, visuellement, à partir d'une IA.
Je l'ai personnellement essayé par moi-même dans un but totalement privé et non commercial, afin de comprendre comment cela fonctionne. Et oui, c'est clair qu'il faut un peu plus que 30 secondes pour réussir à créer une image que l'on veut. C'est énormément de paramètres, de tournures de prompt et de retouches pour sortir quelque chose que l'on apprécie et de potable. Mais le problème, encore une fois, n'est pas là. Si les bases de données des IA n'étaient pas en partie alimentées par nous, ce ne serait pas un problème. Cela deviendrait un outil comme un autre, et un précieux outil très utile. En fait, c'est le principe de ne pas légiférer correctement la défense de nos images et de ne pas informer clairement et avec urgence les utilisateurs et utilisatrices des services des GAFAM qui devient un danger pour notre métier de l'illustration, rajoutant encore plein d'angoisses et de fardeaux à porter dans notre sac déjà bien rempli. Et quand bien même, sortons du cadre législatif et de la morale face au vol d'images. Projetons-nous 2 minutes. Vous n'avez pas remarqué que les images générées sont de plus en plus présentes sur les contenus mainstream, comme YouTube ou TikTok ? Régulièrement, lorsque nous regardons les réseaux sociaux avec ma compagne, nous remarquons des vidéos assez malaisantes traduites par ChatGPT et illustrées avec des visuels qui sont clairement en provenance d'outils comme Midjourney ou DALL-E. Ces reels et posts sont d'un fade incroyable. On sent clairement la génération par l'IA. Il n'y a aucun ressenti d'une image créée et portée par quelqu'un avec un but ou un message. On n'y voit que des images gratuites dans le sens de l'esthétique et du sens. On va t'illustrer par exemple un animal random avec des couleurs dynamiques, comme dans l'industrie du cinéma, pour te faire un post mignon et faussement développement personnel. Tout ça, car c'est les tendances actuelles remarquées et alimentées par l'IA. Pareil dans l'audiovisuel. L'autre soir, dans Masked Singer, oui on regarde Masked Singer, un passage nécessitant une interaction avec un écran sur le plateau représentait des hamsters tout mignons en crise de couple existentielle. Et tout ça était illustré avec des images générées via l'intelligence artificielle. Alors que les costumes des candidats sont parfois des réussites de création de costumes, on fait appel à des costumiers 3 mois à l'avance, mais au dernier moment, on génère des images pour le show final. C'est un non-sens. Mais celui ou celle qui aura généré cette image ne se sera sans doute pas posé 2 minutes la question de pourquoi il fait ça, en dehors de créer du contenu à l'appel pour flatter l'algorithme et ainsi se créer un revenu. Il n'aura pas non plus conscience de l'impact qu'il a sur l'industrie en cliquant simplement sur quelques boutons. Aura-t-il seulement une intention de création lorsqu'il tapera son prompt ? Ou bien suivra-t-il bêtement un cahier des charges qu'il a dans sa tête, plein d'idées reçues et de clichés ? Vaste question. C'est triste, non ? Des images lissées, sans prise de risque, qui ne font pas réfléchir et qui en plus ont une esthétique convenue et sans intérêt. Et encore, je vous parle des Reels Instagram et de TikTok, mais c'est aussi présent sur YouTube. Bon nombre de grosses chaînes ont commencé à utiliser des IA pour générer des images d'illustration, alors que des outils proposant des images d'illustration existent comme Shutterstock ou Adobe Stock. Ou bien tout simplement que dans des vidéos avec du contenu plus d'auteur et avec des thématiques plus précises, ces vidéastes pourraient faire appel à nous, illustrateurs et illustratrices, pour nourrir leur travail et leur donner de la personnalité. Alors autant si c'est une petite chaîne qui démarre et n'a donc pas de gros moyens pour fournir un travail de qualité, cela peut encore s'entendre. Et encore, ce qui serait juste ici serait au moins de mentionner l'utilisation d'IA. Ce qui n'est encore malheureusement pas le cas de tout le monde chez les créateurs et créatrices de contenu. Mais quand ce sont des entreprises avec plusieurs grosses chaînes qui les représentent, là ça me pose déjà beaucoup plus de questions. Et même si c'est une question de direction artistique, ces images ayant des traits reconnaissables et une DA cliché font que c'est moins intéressant et catchy de les utiliser. Cela devient de l'illustration pour de l'illustration. On remplit simplement un cahier des charges. Bref, tout ça c'est dommage. Et je n'ai personnellement pas envie de laisser tout à chacun le pouvoir de piocher dans nos travaux pour créer des images convenues, alors que tout à chacun peut devenir illustrateur avec du travail et du courage. En attendant de voir comment tout ça évolue, je conseillerais à tout à chacun de garder un œil ouvert et affûté afin d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet, car savoir dans quelle époque nous mettons les pieds nous permettra le plus efficacement possible de s'y préparer et de s'y adapter, voire possiblement de changer pour le mieux. Les peurs les plus intimes. Jusque-là, j'ai abordé des peurs et des angoisses qui sont plutôt liées à la pratique du métier de l'illustration. Mais comme vous le savez, nous sommes des êtres vivants bourrés d'émotions, et la peur justement n'a pas attendu que l'on soit dans un métier créatif pour se manifester. Pas mal de nos angoisses proviennent de nous et de la manière dont nous interagissons et dont nous interprétons le monde. Aussi, nous n'allons pas avoir les mêmes peurs en fonction du métier que nous faisons, mais surtout en fonction de nos histoires de vie. C'est pour cela que dans cette deuxième partie du podcast, je vais aborder les peurs qui sont un peu plus intimes et plus profondes. Des peurs qui peuvent être présentes dans chaque individu, qu'il soit créatif ou non. Enchaînons. Numéro 4, l'authenticité. Moi, j'ai toujours peur de ne pas réussir à trouver l'équilibre entre authenticité et code de la plateforme quand je communique. Surtout sur LinkedIn, mais à plus faible échelle dans mes mails aussi. J'ai peur de soit paraître dans mon monde parce que trop authentique, et donc de parler à personne, soit de paraître trop corpo et déshumanisé.
Devoir suivre une trend ou un template, ça me donne l'impression de faire de la corvée parce que ce n'est pas de la vraie créa, à mes yeux, la plupart du temps. En t'écoutant, je me rends compte aussi que je me censure en n'envoyant pas mon portfolio à certains ou certaines. Pareil, je doute que mon style convient. Mais juste, si on sent une connexion, pourquoi se censurer ? On aura tout le temps d'être stoppé plus tard. Autant tenter, surtout quand on peut aussi nous rediriger. Bien qu'il y ait pléthore de styles différents, on ne peut rien faire contre une entité qui se montre toujours omniprésente dans notre boulot, la tendance. La mode, c'est cyclique. Elle s'inspire des envies et des besoins de différentes cultures pour se retrouver dans le quotidien de chacun, dans la technologie qu'on utilise ou encore dans les hobbies que nous avons. Elle devient alors omniprésente partout et l'on tombe dessus dès que nous ouvrons nos réseaux sociaux. Quelle place a alors le style quand il ne rentre pas dans les carcans de la mode actuelle ? Doit-on s'inquiéter par exemple de peindre des visuels hyper léchés quand la mode est à l'illustration en flat design rapide et efficace ? C'est une question qui demanderait sans doute un épisode entier pour y répondre et tenter d'analyser tout ça sans manquer énormément de détails et d'angles de vue. De plus, ça rejoint cette fameuse quête du style par laquelle nous passons tous et toutes et à laquelle j'ai consacré l'épisode 1 d'âme d'artiste. Il mériterait quelques révisions et améliorations, mais il peut encore apporter quelques pistes de réflexion sur cette thématique. En tout cas, dans le domaine de l'illustration, c'est récurrent d'avoir ce genre de questionnement sur le style que nous avons et sa cohérence face à l'industrie dans son entièreté et les tendances qui s'y appliquent. Et c'est difficile de tenir bon quand on ne sait pas si notre style plaît simplement pour notre entourage ou bien s'il a vraiment une force de pouvoir charmer les clients que nous recherchons. C'est un chemin de croix permanent qui s'impose à nous, ainsi qu'un choix à faire en fonction des envies et des besoins que nous avons. Suivre le chemin de l'authenticité, c'est s'assurer que nous affirmons notre personnalité et nos combats que nous menons dans notre création. On va au début avoir moins de contrats car tout reste à faire pour se faire remarquer, mais une fois la réputation faite, on s'assure de régulièrement se faire contacter par des personnes et des entreprises qui sont raccords avec nos messages et notre style. Suivre le chemin à contrario de l'adaptation, c'est faire évoluer son style au gré des demandes en mettant de côté ses envies et combats personnels. C'est souffrir à plus de travail, plus de possibilités en termes de clientèle, mais aussi de se voir considéré comme quelqu'un de malléable par la clientèle et l'entreprise. De plus, les boulots qui finissent par venir à nous n'ont aucune cohérence les uns avec les autres et peuvent parfois se montrer pénibles à effectuer. C'est aussi risqué de s'oublier artistiquement tout bêtement, de ne répondre qu'à des demandes sans se sentir impliqué et de finir par déprimer créativement parlant car quasiment plus rien ne vient de nous en dehors de l'exécution. Personnellement, j'ai envie de dire que le chemin de l'authenticité est celui qui mènera vers plus de bonheur et d'épanouissement dans notre métier. C'est certes compliqué au début, car on va alterner entre contrat alimentaire et job avec du sens. Mais si l'on maintient la cadence, que l'on assume qui l'on est et ce que l'on fait, à terme, on finit par se créer des opportunités pour que peu à peu, nous n'ayons quasiment que des jobs avec du sens et que nous nous épanouissions toujours plus. Je pense que viser l'authenticité, c'est toujours un pari gagnant. Cela donne l'impression de faire un saut de la foi, mais très vite, en vous y donnant corps et âme, vous finirez par vous y retrouver. Et évidemment, c'est aussi une question d'état de santé et de compte en banque, et aussi du coût de la vie. C'est normal de faire le yo-yo entre les bullshit jobs et des projets de sens. Il y a un temps pour tout. Ici, cette partie part du principe que tout est suffisamment ouvert pour vous afin d'emprunter la voie de l'authenticité. Personnellement, je suis encore dans cette quête de l'authenticité, ce qui explique sans doute le coup de mou dépressif que j'ai depuis quelques mois. Quand je regarde dans le rétro ma carrière de jeune illustrateur freelance, je me rends compte que 80% des contrats que j'ai menés à bien avaient tous ce même point commun, j'étais épuisé et je pestais devant ma tablette à peine passé 2 mois sur un des projets. Et ce, même si le projet était super intéressant et avec des super perspectives positives pour mon book et mon CV d'illustrateur. Simplement, je ne voyais plus que les défauts et ce qui m'attaquait le moral. Mais du coup, pourquoi je me suis retrouvé dans ce schéma encore et encore ? Eh bien, je pense que cela vient justement du manque de travail sur mon authenticité. J'ai laissé les boulots venir à moi et j'ai dû faire avec les moyens du bord pour mener à bien ces contrats. Car à l'époque, j'avais en tête qu'il fallait surtout ramener de l'argent à la maison plutôt que de s'occuper de son bien-être créatif. D'être juste un entrepreneur qui réussit, et qu'un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui accepte tout du moment que ça augmente son chiffre d'affaires au final. Et le résultat est là désormais. Je n'ai plus de contrats qui viennent à moi, je suis retombé en dépression et je suis complètement perdu face à ce que je désire comme situation idéale en tant qu'illustrateur. Voire, j'ai totalement perdu espoir. Je repars donc de zéro. Ce qui en soi n'est pas plus mal, car ça me laisse l'opportunité de prendre le chemin de l'authenticité, de creuser en moi pour trouver ce qui me fait vibrer, afin d'ensuite m'orienter vers les personnes et les contrats qui peuvent m'aider à assumer cette authenticité que je recherche. Donc sur ce sujet-là, je vous conseillerais, même si c'est effrayant, de rester fidèle à vos principes et à ce qui vous épanouit, même si cela demande beaucoup de travail pour se faire connaître. Car une fois les difficultés bravées, vous ne vous en sentirez que plus fier. Mais en plus, vous vous éviterez bien des déboires mentaux et spirituels. Je vous conseillerais également quelque chose que j'ai appris durant le bootcamp de la quête. Choisissez-vous un One Word Association. En gros, en un mot, qu'est-ce que vous voulez inspirer aux gens et à vos collaborateurs ? Personnellement, mon mot à moi, c'est chill.
Je veux inspirer aux gens une collaboration tranquille, bienveillante et respectueuse des deux parties. Je veux aussi que lorsque l'on voit mes illustrations, on se sente bien, impressionné, mais surtout que ça décharge un peu de toute la pression que l'on chope au quotidien. Pensez-y, le One Word Association. À quel mot voulez-vous que les gens vous associent ? Mais comme le dit l'un de vos témoignages, cela peut faire peur de toquer à certaines portes, même quand on sait qu'elles peuvent nous ouvrir à tout un monde de cohérence artistique et spirituelle. On peut ressentir du doute sur nos compétences en se disant qu'on est peut-être trop immature dans ce domaine ou ce style pour être remarqué par telle ou telle personnalité de l'industrie. On peut peut-être trop sacraliser les personnes et les entreprises avec qui nous rêvons de collaborer, s'imaginant que même si nous avons un très bon niveau, il serait toujours inférieur à ce qu'attendent les personnes que nous voulons contacter. Voire, on peut aller jusqu'à s'imaginer que nous allons nous faire juger et moquer, car nous avons osé tenter de rentrer en contact avec eux alors que nous ne sommes pas suffisamment connus, que nous sommes des petits bébés. S'imaginant que nous risquons de perdre ainsi en crédibilité, comme si tous nos faits et gestes professionnels se retrouvaient compilés et publiés publiquement autour de nous. Tout ça, ce ne sont que des peurs projetées par notre esprit. Des scénarios catastrophes de notre amygdale, car nous sommes face à la sortie de la zone de confort. On tente de rentrer dans la cour des grands en leur tapant sur l'épaule pour tenter une interaction. C'est effrayant et c'est normal. C'est impressionnant, c'est sûr. Pourtant, rien ne vous arrivera de grave si vous tentez l'expérience, croyez-moi. Au pire, vous mangerez un nom, et comme on le rappelle, est-ce que c'est si grave que ça ? Désagréable, ça encore une fois, c'est clair. Mais si le nom n'est pas catégorique, et il ne le sera pas, rassurez-vous, eh bien ce ne sera qu'une simple partie remise. Une porte qui se referme, mais comme en bon vendeur en porte-à-porte que vous êtes, vous savez que cela veut dire que la prochaine s'ouvrira peut-être. Donc autorisez-vous à frapper à la porte de vos clients de vos rêves, car vous serez peut-être surpris de réussir à collaborer avec eux, ou d'avoir un échange cordial qui offre la possibilité d'espoir pour la suite. Numéro 5. Les convictions. La peur de décevoir certains de mes proches qui ne partageraient pas toutes les convictions défendues dans ce roman, ou du moins pas ce niveau d'engagement, ainsi que la peur des haters sur Internet. À tel point que je ne l'ai pas signé sous mon nom. Ce roman est féministe et inclusif, et ayant déjà pris une vague de haine sur Internet, même modérément petite, j'ai encore en moi le traumatisme de l'accueil que défendre des convictions politiques acres. Je souhaitais vous partager ce témoignage car il me touche beaucoup. Je fais partie des gens qui disent assez facilement que l'art est politique, car l'art est un moyen de s'exprimer et de partager notre vision du monde. La seule nuance que j'apporterai à cette phrase de « l'art est politique », c'est qu'il n'a pas besoin de l'être en permanence. Il a le droit d'être parfois couillon, taquin, léger ou détente. Et du coup, qui dit partager son point de vue sur le monde, dit se confronter à un ou plusieurs autres avis contraires. Des avis venant autant d'inconnus que de proches. Car nous sommes tous et toutes différentes et touchées par différentes expériences qui nous mènent, parfois dans les détails, à se retrouver un peu en désaccord sur certains sujets. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec des réseaux sociaux devenus toxiques comme Twitter X donnant son avis à tout bout de champ, mais aussi les médias français qui sont de plus en plus extrême droitisés, c'est surtout s'exposer à se prendre des noms d'oiseaux de toutes parts et de ne clairement pas passer un bon moment que de donner son avis sur les réseaux sociaux quand on est un peu inclusif et ouvert d'esprit. Et quand en plus vous êtes créatif, je vous laisse imaginer par quoi passent certains acteurs et actrices militantes du métier. C'est compréhensible de trouver ça impressionnant et effrayant d'assumer un certain point de vue en création de nos jours. C'est une peur tout à fait légitime. Bah ouais, ce n'est évidemment jamais agréable de se voir porter en porte-à-faux pour ce que l'on dit ou pense. Encore moins quand c'est de manière insultante, dégradante et gratuite, sans aucune once de dialogue et d'échange constructif. Pourtant, vous savez quoi ? Eh bien ces personnes-là ne doivent pas occuper votre esprit. Elles ne doivent absolument pas vous bloquer dans votre pratique et votre besoin d'exprimer votre point de vue. Rien ne justifie de refouler son désir créatif si nos intentions sont bienveillantes et amenant à se remettre en question. Et si l'on vous fonce dessus tel un oiseau de proie, restez digne et fier. Car si vos intentions sont bonnes, peu importe que dans les détails vous ne soyez pas d'accord ou raccord, voire maladroit, l'importance ne va pas être à quel point vous êtes pur dans votre moyen de communiquer ou sur les détails auxquels vous prêtez attention, non. La pureté militante, ça c'est une fausse bonne idée. Car personne n'est parfait. C'est ce qui fait notre humanité et notre pluralité. Donc si jamais on vous fonce dessus, restez digne et fier. L'important, c'est de vous être exprimé, d'avoir eu le courage de donner votre avis sur un sujet pour permettre à d'autres d'étoffer leur propre point de vue. Peu importe la petite brique que vous apportez à vos luttes, c'est toujours une de plus pour rendre le mur plus solide face aux assauts de l'obscurantisme. Et si l'on vous insulte car vous vous êtes exprimé, rappelez-vous que l'insulte est la plus facile et basse des armes, et qu'elle n'a comme conséquence que de juste attiser la haine, pas de développer le débat. Et que pour ça,
Vous pouvez effectivement vous en prémunir en bossant sous pseudonyme, comme le témoignage que je vous ai lu. Cela vous permettant peut-être d'avoir la force de tenir face à tout ça. Si vous faites ça, vous ne serez pas moins légitime de vous exprimer sous pseudonyme ou anonymement, loin de là. Là encore, il n'y a pas d'échelle de valeur. Tout est une question de mental et de care. On n'a pas tous et toutes la force d'assumer publiquement un avis quand en face on sait qu'ils viennent facilement à la haine, aux insultes, voire même aux armes. De plus, c'est tellement bas et facile d'oublier qu'il y a des humains derrière les écrans. Il n'y a aucune dignité à déshumaniser autant autrui parce que l'on ne s'exprime que par écran interposé. Mais quoi qu'il en soit, exprimez-vous si c'est ce dont vous avez besoin, surtout en ce moment. Donnez l'opportunité à autrui de pouvoir s'épanouir en ayant lu votre point de vue, quelle que soit sa forme. Car rien n'est pire selon moi que de laisser en soi des avis qui peuvent aider les autres à s'améliorer, même si c'est des avis contraires. Et même si ce que vous dites n'est finalement pas pertinent ou utile, voire maladroit, on s'en balance. L'avoir exprimé vous aura été utile pour savoir si c'était pertinent. Cela vous aura sans doute fait du bien, et en plus, cela vous permettra de passer à autre chose. C'est un peu comme ce podcast. Il est parfois décousu, je suis en constante évolution à chaque épisode, c'est tout à fait normal. Et je sais que parfois, vous n'êtes pas forcément totalement d'accord avec ce que j'exprime et mon point de vue. Mais c'est encore une fois normal, c'est un point de vue. Évidemment que c'est toujours flatteur qu'on me confirme ce que je pense. Mais c'est tout aussi salvateur de recevoir un avis contraire, constructif, du moment que c'est fait avec bienveillance. En bref, exprimez-vous. Ne laissez pas la peur vous censurer et vous isoler. Parlez de ce qui vous importe, que ce soit autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Ne laissez pas les haineux gagner le terrain de la parole. Ne laissez pas les haineux obtenir 31% des votes. Ne laissez pas les haineux faire qu'on soit en peur constante autour de nous. Et montrons-leur que plus de nuances, eh bien c'est un monde plus intéressant. Numéro 6. Vivre. Des fois, ce qui peut vous effrayer, c'est de simplement vous lever le matin. C'est d'affronter votre propre existence aux sorties du lit, de vous regarder dans le miroir et de n'avoir aucune raison motivante de vous lever. C'est effectuer des tâches quotidiennes pourtant simples, mais que vous finissez par banalement laisser de côté par simple oubli, pure flemme ou perte d'intérêt. Voire encore parce que c'est vraiment trop dur. Et finalement, dans le flot de pensées incessantes que vous avez dans votre esprit, la peur qui s'en dégage est déstabilisante. Car c'est la peur de simplement vivre et d'exister qui vous effraie. Tout devient un fardeau et une épreuve. Votre énergie devient limitée, comme si quelqu'un avait troué le réservoir d'essence de votre véhicule. Sauf que votre véhicule, c'est vous. Du coup, chaque jour est un enfer, chaque interaction demande une force incroyable, et tout peut vous agresser mentalement ou physiquement. Des gouttes d'eau sous la douche, au klaxon des voitures, au quotidien des réseaux sociaux, à la situation politique du pays, même les simples conversations avec vos amis et votre famille deviennent des marathons sociaux. Et tout ça, ça vous touche au plus profond des tripes. Vous n'êtes plus capable de grand-chose. Même ce qui vous faisait pourtant kiffer avant. Illustrer et peindre sont devenus sans aucun sens, sans aucun plaisir, malgré que vous éprouviez encore de l'amour pour ces domaines artistiques. Du coup, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous correspond ? C'est votre travail quand même d'illustrer. Du coup, un illustrateur qui ne trouve plus d'espoir et d'entrain à illustrer, il tend à mourir et à s'éteindre. Du coup, vous essayez de voir si d'autres options s'offrent à vous, d'autres métiers. Pourtant, au vu de votre condition mentale et physique, rien d'attrayant ne vous charme. Vous vous dites qu'illustrer, c'est le seul boulot que vous savez faire. Et que si vous deviez en faire un autre, vous pourriez rester bloqué, voire cela vous paraîtrait impossible et inimaginable. Chaque finalité de pensée devient une impasse. Un mur de 6 mètres de long, totalement infranchissable. Du coup, il ne vous reste plus que vous et vos peurs, toutes les autres émotions semblant sous Xanax, voire pire, totalement parties. J'ai constamment peur. Mais une fois que tu t'es dit cela n'aide pas vraiment à avancer. Une fois que tu as compris que tu n'as rien à perdre et que le memento mori prévaut, rien ne t'arrêtera, sauf les gens, les organismes ou d'autres pensées qui tentent de t'arrêter. Mais il suffit de prendre un autre chemin et de continuer. Si tu aimes vraiment ce que tu fais et que cela correspond à ta rémunération et à ton plaisir, rien ne peut t'arrêter. Tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, c'est ce que je vis actuellement. C'est cette retombée dans la dépression et donc dans la peur. Et c'est à cause de ça que j'ai mis autant de temps à produire cet épisode,
Mais à contrario, c'est aussi grâce à ça que j'ai eu l'idée et l'envie d'aborder le sujet qu'est la peur. Car je suis en ce moment bloqué et perdu. L'espoir, le plaisir et l'envie sont aux abonnés absents. Mais quelque part, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car je suis entouré. Mes proches sont là pour m'aider. Les communautés que j'ai rejointes sont également là pour me soutenir, même si je suis de plus en plus discret dessus. Puis j'ai la thérapie, aussi efficace soit-elle, et l'audace d'essayer quand même de continuer de vivre quand plus rien ne me vient en bonheur à l'esprit. Car ouais, finalement quand on touche le fond, c'est un fait qu'on ne peut que tout faire pour remonter à la surface. Il suffit juste de trouver la force de donner de l'impulsion au fond de la piscine pour essayer d'initier le mouvement de la remontée. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Et que si nous n'y croyons plus, sans doute que quelqu'un d'autre peut y croire pour nous et nous soutenir. Puis tout bêtement, si je suis retombé, c'est que j'avais réussi à toucher du bout du doigt la réussite et le possible de sortir la tête de l'eau. Cela existe et c'est tangible. Donc, je dois seulement ajuster certains potards, reprendre un peu de force et préparer mon baluchon afin de retenter l'ascension à mon rythme. Ce chapitre sur la peur peut donner l'impression de ne pas avoir de forme concrète et de ne pas offrir de réflexion complexe et réfléchie sur ce qu'est la peur de vivre. C'est normal, c'est mon témoignage. Mon but ici, c'est de vous partager par quoi je passe en ce moment, afin de justement montrer que si vous passez par les mêmes angoisses que moi, vous n'êtes pas seul. Et lorsque l'on sait ça, que des gens ont vécu et sont passés par ce genre de tracas, et qu'ils sont là pour nous, tout semble déjà plus facile à subir. Nous ne sommes plus seuls face à notre peur de vivre, face à notre dépression. Et surtout, il y a des solutions qui existent. Il faut simplement prendre le temps de choisir celles qui nous correspondent et de foncer. Et parfois, il faut savoir assumer, de se poser et de se reposer. Du moment que vous n'êtes pas seul, que vous vous autorisez à prendre des chemins de traverse, à vous aventurer et à ne serait-ce que vous autoriser de faire telle ou telle chose ou de rêver à faire telle ou telle chose, vous êtes dans l'impulsion de la remontée. Alors ne lâchez rien. Parlez-en autour de vous, à travers de vous et de votre créativité. Et si vous n'arrivez pas à créer, ce n'est pas grave. C'est peut-être simplement que vous avez besoin temporairement d'autre chose pour vous lancer vers l'ascension et battre votre coup de mou. Cela peut être un job temporaire, de vous enfermer dans une passion pendant quelques temps, de rester à écouter les oiseaux en forêt, ou bien d'explorer de nouvelles contrées artistiques, de lire un bon livre, ou encore, par exemple, de voir vos amis. Tout est possible. Rien n'est interdit du moment que vous vous y autorisez sans jugement. Et petit à petit, j'aime à le croire, cette peur de vivre rétrécira et disparaîtra pour ne laisser que vous, moi et notre chemin parcouru comme témoins. Et ainsi, nous ne connaîtrons pas la peur qu'à la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Nous affronterons nos peurs, nous leur permettrons de passer sur nous et au travers de nous. Et lorsqu'elles seront passées, nous tournerons nos yeux intérieurs sur notre chemin. Et là où elles seront passées, il n'y aura plus rien. Rien que nous. Courage à nous. C'était votre 12e épisode d'Âme d'Artiste, un épisode avec un sujet très dense et complexe. Je n'ai évidemment pas pu l'explorer dans son entièreté, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, désolé. Pour compléter cet épisode, je vous ai mis en description des épisodes de Sens Créatif sur le sujet qui pourraient vous apporter encore d'autres réflexions sur les peurs que nous traversons. Je tenais à remercier tout particulièrement toutes celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode. J'ai pris la décision de tous et toutes vous anonymiser, car c'était plus simple pour moi et pour la construction de cet épisode. Vous vous reconnaîtrez sans doute, même si je ne vous cite pas directement dans l'épisode. Mais quoi qu'il en soit, merci du fond du cœur d'avoir contribué à Âme d'Artiste. Comme vous l'aurez compris, nous sommes loin de finir par vivre sans peur. Au mieux, nous pouvons réussir à la comprendre, la calmer, voire à l'apprivoiser comme un compagnon fidèle. Mais cela reste un mécanisme précieux, car elle nous informe sur tellement de choses qu'il serait dommage finalement qu'on ne la ressente pas du tout et qu'on en fasse vraiment une ennemie. Aussi, j'espère quand même que mes réflexions et les témoignages que je vous ai partagés vous auront aidé à y voir plus clair sur vos peurs et comment tenter de les surmonter et de les apprivoiser. Pour ma part, écrire sur ce sujet m'a fait du bien que ce soit un sujet assez dense et casse-gueule. Ce n'était clairement pas simple de s'y mettre et l'écriture a pris du temps, à tel point que j'ai dû réécrire cet épisode intégralement parce que je n'étais pas satisfait de la première version.
J'avais à cœur de vous partager mon état actuel, non pas pour me plaindre, mais aussi pour le marquer dans l'histoire du podcast et m'en servir d'impulsion pour traverser la forêt obscure et mystérieuse, pour remonter cette fameuse piscine qui est devant moi en ce moment. Et comme je sais que je ne suis pas le seul à être dans cet état, je me suis dit que cela pourrait être une aide précieuse de s'exprimer sur ce sujet. Vous n'êtes, encore une fois, pas seul. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain, quand il sera prêt à sortir. J'ai envie d'essayer d'être un peu plus à l'écoute de ce que j'ai envie de produire plutôt que sur la régularité. Et si jamais vous désirez me soutenir, ma page Patreon ainsi que mes réseaux sociaux sont dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous voulez me donner un petit coup de pouce dans cette aventure. En attendant, moi les copains, je vous dis de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. La bise.